Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bienvenue dans l'émission qui sécurise votre avenir. Avenir assuré, avec Madame Perside sur Radio Direct Impact. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avenir Assuré, votre émission qui parle d'assurance et de toutes les thématiques qui y sont liées. Je suis Madame Perside, conseillère en assurance, épargne et investissement. Pendant 30 minutes aujourd'hui, nous allons parler de crédit hypothécaire, d'assurance liée au crédit hypothécaire. Bienvenue. Plongeons directement dans la matière. Vous êtes dans le vif. Bienvenue dans cette deuxième partie d'Avenir Assuré, mais surtout des crédits hypothécaires, des prêts hypothécaires et des assurances liées au crédit hypothécaire. Vous le savez bien, nous avons reçu la semaine dernière Monsieur Alain Moulouaï, rebonjour. Bonjour. Aussi Monsieur Olivier Mbouyi, bonjour. Bonjour. Nous avons parlé de leur parcours, mais là, nous entrons directement dans le vif du sujet parce que le thème est assez intéressant. Il y a beaucoup d'informations et sur ça, nous allons continuer avec Monsieur Alain qui nous a parlé de 3 points la semaine dernière, qu'il fallait d'abord trouver le conseiller ou le courtier, qu'il fallait ensuite visiter, mais qu'il fallait également faire l'offre avec des subtilités qu'il nous a données. Par exemple, les noms, la date, la clause suspensive, oui. Et aujourd'hui, nous allons continuer les 3 dernières parties, mais surtout parler également des couvertures qui sont liées à tout ce qu'on veut acheter. On va acheter des maisons qui vont coûter énormément d'argent, mais comment également les protéger? Donc, pour cette partie-là, comme je vous ai dit, il y a ici Olivier qui a presque 18 ans en banque, qui va parler de cette partie. Et là, on va déjà continuer avec la suite avec Monsieur Alain. Bonjour. Voilà, la dernière fois, on avait parlé, donc, comme Madame Perside l'a dit tout à l'heure, donc on a vu son conseiller, on a visité les biens, on a trouvé finalement le bien sur lequel on veut se projeter et on était occupé à rédiger l'offre d'achat. Nous avons parlé qu'il fallait, bien sûr, y mentionner tous les candidats acquéreurs, doivent figurer sur ce document. On avait dit en autre point, mettre le montant qu'on désire offrir, qui peut être au-dessus du prix ou au prix ou en deçà du prix, selon vos arguments. Et on avait également dit qu'il fallait y mettre une date d'expiration de votre offre, qui donne l'avantage de pouvoir à un moment donné se délier au cas où le vendeur ne se serait pas encore décidé. Et c'est important parce que j'ai déjà vu des cas, par exemple, où le lundi, le couple a visité le bien, ils sont tellement enchantés de prendre le bien, mardi, ils ne veulent plus. Et donc, du coup, si on a donné, par exemple, on a donné 3 jours de la validité de l'offre, ça met une contrainte au vendeur que si jamais dans les 3 jours, il ne répond pas, eh bien, vous avez directement une sortie naturelle de l'offre, puisque entre-temps, vous avez quand même changé d'avis. Ça arrive. 2 autres points que je voudrais mentionner par rapport à l'offre, c'est de mentionner également, comme on a dit, la clause suspensive, c'est-à-dire, voilà, je prends sous réserve d'obtenir un crédit bancaire. D'autres agences vont mettre un tel texte en disant, vous devez prouver au moins 3 lettres de refus. Si vous en aviez la possibilité, mettez une. C'est plus facile parce que dans les délais qu'on donne, généralement, on a juste le temps d'aller voir une banque. Mais si on vous demande 3 banques ou 3 refus, alors que vous n'en aviez pas 3 que vous avez contactés, parfois ça amène un peu de stress. Donc, si vous pouvez le changer, mettez une, mais d'autres agences ne voudront peut-être pas. Donc, ça, c'est encore une marge de négociation à pouvoir faire. L'autre élément important, si vous, en visitant par exemple le bien, il y avait un trou au mur et le vendeur s'est engagé de dire « je vais réparer le trou avant l'acte, ne vous inquiétez pas », eh bien, mentionnez-le sur l'offre. Quelque part, il y a toujours un champ de remarque. Le vendeur s'engage à réparer le trou qui est au salon avant l'acte. Daté signé.
puisque ce sera sur l'offre et donc l'offre sera datée et signée. Donc d'office, ce qui est marqué va engager. Ok. Parce que si jamais vous ne le mettez pas et que le vendeur étant entre guillemets un filou, ou plutôt il ne se rappelle plus dans toute sa sincérité et qu'il ne veut plus le faire, si ce n'était pas mentionné sur l'offre, eh bien, ce ne sera pas pris en compte. Donc, tout ce que le vendeur s'engagerait à faire avant l'acte, mentionnez-le également. Le dernier point sur lequel alors il faut aussi, qui est aussi important, c'est de dire, voilà, vous avez la clause suspensive, mais pour une durée de 4 semaines, c'est le délai standard, pour dire, je vous laisse 4 semaines pour trouver le crédit. Mais de plus en plus, des agences vont mettre, on vous laisse 2 semaines. C'est très peu. C'est très peu, mais aussi pendant, peut-être Olivier devra intervenir, pendant les vacances aussi, en banque, il y a un service minimum. Les gens prennent aussi des vacances. Les différents services ne tournent pas à plein régime. 2 semaines, ça fait... Et c'est vrai que moi, bon, pour juste revenir à ce que l'on disait avec la clause suspensive, j'ai déjà vu des cas où effectivement donc, les agents immobiliers vont visiter par groupe et parfois l'agent immobilier dit aux acheteurs, écoutez, si vous voulez le bien, ne mettez pas la clause suspensive. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on déconseille. C'est le piège. Voilà, tout à fait, j'allais y arriver. Ne le faites pas. J'ai déjà accompagné un client, on a raté 4 biens parce qu'à chaque fois, on lui est obligé de faire sans clause suspensive. Wow. Ne le faites pas, sauf si vraiment on a tout vérifié et qu'on a tout pris énormément de précautions. Quelques cas comme ça, j'ai accepté quand même pour un client. On a signé sans clause suspensive, mais c'est des risques qu'on prend. Donc, il faut vraiment faire très attention à cet élément-là. Pas de clause suspensive, je préfère laisser. Surtout si c'est votre première. Quelqu'un qui a 4 biens, c'est autre chose. Il a 4 biens, il a pas mal de patrimoine derrière qu'il peut mettre en garantie. Donc, parfois, on traite les cas séparément. Mais c'est votre première acquisition. Une agence qui ne dit pas de clause suspensive, moi, je vous conseille de ne pas y aller. Donc, je reviens à ce que je disais par rapport au délai. 2 semaines, c'est très peu. Alors, l'autre subtilité, et là, c'est vraiment important, ce sera le dernier point sur l'offre, c'est, on dit 2 semaines ou 4 semaines à dater soit de l'acceptation de l'offre ou 4 semaines à dater de la signature du compromis de vente. Alors, c'est 2 choses complètement différentes. Je m'explique. Si je vous fais une offre, j'ai dit, nous sommes lundi, le 1er janvier. Je dis, je vous fais une offre et vous avez 4 semaines pour trouver le crédit à dater du jour de l'acceptation de l'offre. Nous sommes le 1er janvier, le vendeur accepte l'offre le 2 janvier. Et donc, vous avez, à partir du 2 janvier, 1 mois pour trouver le crédit. Donc, au plus tard, le 2 février, je dois donner mon accord de crédit. Alors que, si je prends la formule 4 semaines à dater de la signature du compromis de vente, alors en ce moment-là, le compromis, parce que l'étape d'après, justement, on va en parler, c'est ce qui va faire l'intro, c'est une fois qu'on a l'offre, après on va envoyer les documents auprès du notaire qui va préparer tous les documents nécessaires afin de signer le compromis de vente. Et le notaire peut prendre 1 mois. Donc, ce n'est que le jour où on va signer le compromis, donc 1 mois plus tard, que mes 4 semaines commencent. Donc, j'ai plus de temps. Je peux avoir, dans ce cas-là, techniquement, environ 2 mois pour trouver le crédit. Et donc, des agences vont dire 1 mois, 4 semaines à dater de l'acceptation de l'offre. D'autres vont dire 2 semaines à dater de l'acceptation de l'offre. Donc, soyez attentifs. Si je suis votre conseiller, je vous dirais de prendre ce qu'on a mis de standard, c'est 4 semaines à dater de la signature du compromis de vente. Wow. C'est tellement subtil. C'est précis, ça se joue à quelques points, mais c'est tellement important quand on va chercher. Oui, vous dites c'est précis pour vous parce que vous connaissez. Pour monsieur, madame, tout le monde, offre, compromis. Moi, je veux ma maison, les détails, oui, je vais faire attention, mais je ne connais pas cette différence-là que je peux gagner jusqu'à 1 mois. Rien qu'avec cette subtilité signer à partir du compromis de vente. Et ceci annonce justement la prochaine étape,
c'est le compromis de vente. Et alors, en ce moment-là, sur l'offre, on a dit, bon, il y a peut-être 5-6 points. J'ai mis mon nom, j'ai mis le montant, j'ai mis la clause suspensive, c'est une phrase. Et après, c'est bon, j'ai signé l'offre que j'envoie au vendeur. Le vendeur a l'option d'accepter votre offre ou de la refuser, c'est son choix, ou de vous faire une contre-proposition. S'il y a une marge de négociation, il peut vous dire, je veux bien accepter, mais remonter de 1 000 ou 2 000 euros en plus de votre offre, et puis voilà. Votre offre est acceptée. En ce moment-là, on peut démarrer. 2 choses alors vont se mettre en place en parallèle. D'une part, le compromis de vente, on va envoyer les documents. Il faudra choisir un notaire qui va vous représenter. C'est pas le notaire le plus proche de ma maison? Alors, c'est un choix. C'est votre choix, en fait, par rapport au notaire. Ok. Vous avez le choix de prendre le notaire du vendeur. Je vous déconseille, parce qu'il y a des agences qui vont dire, oui, mais pour aller vite, prenez le notaire du vendeur. Ce n'est pas mon conseil, je vous le déconseille. Prenez votre notaire, il peut être celui de votre coin ou il peut être d'ailleurs, si on vous le recommande. Si vous ne connaissez pas de notaire, demandez conseil à votre courtier. Mais voilà, ou sinon, si vous avez un voisin notaire, vous pouvez le consulter et le prendre comme notaire. Vous devez désigner votre notaire et je recommande toujours qu'il soit différent de celui du vendeur. Mais bon, voilà. Au moins, c'est un conseil, mais d'autres, par facilité, pour certains achats, on peut dire, prenez le notaire du vendeur, comme ça va aller vite. Nanana. Il y a des cas comme ça, parfois, où on accepte de traiter avec le notaire du vendeur. Vous désignerez et le notaire va commencer à préparer le compromis en faisant maintenant une bonne vérification sur tous les documents de la maison. Le notaire va se rassurer. Est-ce que le vendeur, tel qu'il est écrit sur le document de l'offre, est le réel vendeur? Donc, on va aller vérifier l'acte de propriété du vendeur pour voir est-ce qu'il a qualité à engager le bien. On va aller vérifier si le bien est grevé d'hypothèque ou d'autres choses. Donc, le notaire va faire une vérification de la nature du bien également et il va vous l'informer. Il va arriver aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce qu'on va appeler les conditions urbanistiques du bien. Est-ce qu'il est bien en appartement? J'achète un appartement. Est-ce qu'au niveau de l'État, il est reconnu en appartement? Ou est-ce qu'il est reconnu en commerce? Parce qu'on a eu quelques propriétaires qui ont fait des modifications. Le rez-de-chaussée, à l'époque, était un rez-de-chaussée commercial. Il a transformé en appartement. Sauf que la commune n'est pas au courant que c'est un appartement, mais il le connaît toujours comme un garage. Et donc, du coup, on va dire qu'il y a une infraction urbanistique sur la nature du bien parce que... Et ça peut retarder aussi la vente. Et ça peut retarder la signature du compromis déjà, parce qu'on est encore au niveau du compromis. Et votre clause déjà est en train de courir puisque vous avez signé à dater de l'offre et le note. Ouais. Alors, juste un petit point que j'aimerais dire, donc, par rapport à la clause suspensive, donc, les infractions urbanistiques peuvent être également donc, un point qu'on peut mettre donc, dans les clauses suspensives. Ok. Oui, parce que vous me vendez un appartement, et bien ça c'est d'office. Ça, généralement, ça arrive à l'étape du compromis, parce que c'est le notaire qui a vraiment les éléments pour le découvrir. Ok. Le vendeur peut ne pas le dire, moi je ne sais pas. Donc un peu le notaire, c'est notre police. C'est lui qui va, notre gardien qui va se rassurer vos intérêts et se rassurer pour vous. C'est pour ça qu'on demande de prendre un notaire séparé. Parce qu'il peut arriver, le notaire du vendeur couvre les intérêts de son client qui est au départ le vendeur. Mais légalement, il doit être correct. Il doit être correct normalement, mais bon. Le mieux, c'est d'avoir le vôtre, comme ça, vous êtes sûr. Il vérifie les conditions urbanistiques, il vous le dit et tout ça. Et donc, il prépare le compromis. Quand tout est prêt, vous allez verser un acompte. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de ce que vous avez aussi convenu avec le vendeur. Encore une fois, pour ne pas faire marche arrière, faites attention du montant de l'acompte que vous marquez sur l'offre. C'est celui qui va être pris en compte pour le compromis. Par exemple. Et là, ça n'intervient pas là où, Olivier, vous étiez en train de dire que le notaire vérifiait si on avait des crédits et tout. Ça ne va pas intervenir à ce moment-là? Pas encore. C'est la prochaine étape. Aïe. Ça va être la prochaine étape. Mais par contre, ici, on a fait l'offre et souvent les agences, on va dire, vous versez un acompte de 10%. C'est le terme général aujourd'hui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de clients
passe au-dessus. 10%, ça veut dire 10% de la du montant valeur du bien. de l'achat que vous devez verser à la signature du compromis, donc dans les 3-4 semaines qui vont suivre. Ou parfois même, on le dit à l'acceptation de l'offre. C'est-à-dire, j'achète un appartement De à 250 000. 250 000, je dois verser 25 000. Mais parfois, les gens ne l'ont pas encore. Mais là, c'est pas la banque qui va verser cet argent, puisque Olivier intervenait, puisque je vais prendre ce crédit à la banque. Non? Bon, moi je parlais donc du côté bancaire. Donc ici, donc la banque, à l'époque, donc, ne finançait que 100% de la valeur du bien. Donc c'est-à-dire que si tu veux acheter un bien de 200 000, elle te prêtait 200 000. Donc actuellement, c'est même plus 100%, c'est 90%. Donc c'est-à-dire que les frais de notaire, tous les frais annexes, c'est l'acquéreur qui est censé les avoir en fait. Donc ici, si je comprends bien, j'achète une maison à 250 000. Lorsque j'arrive à cette étape-là, au fait, la banque va me prêter 225 000, c'est ça? Non. En fait, faisons simple. À ce niveau, je n'ai même pas contacté de banque. Donc, je dois sortir les 25 000 de ma poche. Je n'ai pas encore contacté la banque. Ici, j'ai contacté le courtier qui m'a dit, vous pouvez acheter jusque 200 000. Je viens de voir le bien, je viens de faire l'offre. Donc, j'ai même pas encore... Mais là, nous sommes chez le notaire. Non. Le notaire a signé le compromis. Non, on n'est pas encore chez le notaire. Ici, on a envoyé le papier de l'offre chez le notaire. Oui. Pour qu'il rédige le compromis. Le compromis. En ce moment-là, avant d'aller le signer, on va dire verser la compte que vous avez dit que vous allez verser, que vous avez marqué sur l'offre. Que j'avais 10% Que de je devais donner 10% du montant. Donc, je n'ai même pas encore contacté une banque. Donc, la banque n'est même pas encore en jeu à ce stade. Et là, c'est même pas l'argent, ce qu'on va appeler couramment les frais de notaire. C'est même pas encore les frais de notaire. C'est déjà un peu ça. En fait, ça fait déjà partie en ce moment. Quand même. Ça fait déjà partie. En fait, c'est juste ici pour dire, quand vous savez qu'au moment où vous signez le document de l'offre, si le bien que vous n'avez pas encore les 10% en main, mettez le montant que vous avez. Vous n'êtes pas tenu de mettre 10%. Vous pourrez barrer et mettre 5%. Vous pourrez barrer les 10 et vous mettez le montant que j'ai. C'est-à-dire, j'ai 5 000 € que je peux donner comme acompte. Parce que je sais que j'ai de l'argent qui va arriver. L'acte va se passer dans 4 mois. C'est le délai un peu légal. Donc, j'ai le temps, j'aurai l'argent. Mais je n'ai pas encore cet argent en main. Donc, je fais l'offre en mettant l'argent que j'ai en main. Ne laissez juste pas les 10% que vous n'avez pas, parce qu'au moment où il faut signer le compromis, on va dire, donnez le montant que vous avez dit dans l'offre, qui doit être accepté. Quitte à ce que le vendeur refuse, parce qu'il avait encore le choix. Vous faites l'offre, je vais donner 5 000 € en caution ou en acompte, au lieu de 10% qui est 25 000, soit il accepte, soit il refuse. S'il accepte, il s'attend à recevoir 5 000. Mais ne mettez pas un montant que vous n'avez pas, parce qu'au moment de signature du compromis, ça va encore poser problème. On va encore vous traiter de moins sérieux, ou en tout cas, voilà, vous signez des documents où vous ne savez même pas à quoi vous vous engagez, parce que vous dites 10% sur l'offre, et au moment de les verser, vous dites vous n'avez pas. Et j'en ai vu beaucoup de clients comme ça. C'est pour ça que je me permets d'insister ou de souligner ce point, de faire attention. Donc, tout ce qu'on va marquer sur l'offre, on va le mettre sous le compromis et on va vous demander de le verser avant de signer le compromis. Donc, ici, Alain, j'ai versé 25 000 €. Ensuite, vous avez versé 25 000 €. On va vous inviter maintenant à signer le compromis. Vous signez le compromis de vente. Deux choses vont alors entrer en jeu. D'une part, le notaire va maintenant commencer à préparer tous les éléments nécessaires pour passer l'acte final. Et le chemin parallèle, c'est d'envoyer le dossier, on va dire, à M. Olivier, parce qu'il doit préparer, il va trouver le financement et les assurances qui vont avec. Merci. Et M. Olivier, voilà. En banque, comment ça va se passer? Et voilà, donc comme l'a dit Alain, donc lorsque vous avez signé le compromis, donc vous avez passé une grande étape donc de votre. Ah ouais, on se rend compte que c'est pas. Donc pour approcher donc de votre rêve. Et donc la prochaine étape effectivement donc c'est de trouver le financement. Donc en général donc les acquéreurs vont se retourner vers une banque ou un courtier donc pour trouver donc le financement. Donc un point important c'est que la banque ou même le courtier ne va introduire un dossier que lorsqu'il a le compromis.
Donc, pour pouvoir introduire le dossier, donc il faut effectivement donc suivre les différentes étapes que M. Alain a évoquées et il faut signer surtout le compromis. OK. Sinon, j'ai pas d'argent. Non, sinon on n'a pas d'argent. Donc il faut vraiment qu'il y ait eu un accord entre l'acquéreur et le vendeur pour que la banque puisse introduire donc le dossier. OK. Donc quand vous allez donc arriver, donc on va vérifier donc le compromis. Et donc ici donc la banque va donc faire les étapes dont Monsieur Alain a parlé. On va donc vérifier donc la capacité d'emprunt donc de la personne. Donc on va regarder donc jusqu'à combien donc il peut aller. Donc comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc la banque ne va pas aller au-delà donc de 90% oui. donc de la valeur du bien. Donc pour faire simple, un bien de 100 000, la banque ne vous prêtera que 90 000. 90 000. Et donc tous les frais annexes dont on a parlé tout à l'heure. D'où l'importance aussi d'avoir les 10% ou plus même, parce qu'il y a la valeur du bien, il y a aussi les frais, tous les frais qui sont liés, mais les frais, ce qu'on appelle communément les frais de notaire qui composent plusieurs frais en soi. Exactement, ça je pense que M. Alain va en parler par après, mais c'est vrai qu'en général on dit qu'il faut plus ou moins entre 15 et 25% donc, d'épargne donc, pour pouvoir faire donc, son projet immobilier. Okay. Alors donc au niveau donc, de la banque, ici donc l'une des choses donc, qu'elle va exiger donc, pour vous octroyer le crédit, donc, c'est de prendre les assurances. Donc ici donc légalement donc, il y a l'assurance habitation, donc, qu'on va demander. Pourquoi est-ce que l'assurance va demander, donc exige ça? C'est que l'assurance, donc, quand elle va vous prêter de l'argent, la banque, lorsqu'elle va vous prêter de l'argent, donc elle va mettre ce qu'on appelle une sûreté sur votre bien. Donc, c'est-à-dire, elle va mettre une hypothèque. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une garantie qui lui garantit que si vous ne remboursez pas le crédit, elle peut vendre votre bien. Donc, à ce point? À ce point-là, oui. Donc la banque prend des sûretés. Donc elle gère son risque. Donc elle va mettre donc une hypothèque donc sur votre bien. Donc ça fait même partie des frais que vous allez devoir payer donc chez le notaire. Et elle veut s'assurer que si jamais il arrive un incendie, une catastrophe, que cette sûreté qu'elle a sur votre bien ne parte pas en fumée. Donc elle va exiger que vous ayez donc cette assurance donc pour vous octroyer le crédit. S'il vous plaît. Donc, l'assurance incendie aujourd'hui, pour un propriétaire, peut, entre guillemets, faire risquer même son crédit. Exactement. Donc ici, donc, la banque va exiger effectivement d'avoir donc, une preuve d'assurance avant donc, de libérer l'argent. Wow. Donc ici, donc, même donc, nous, quand on encode nos dossiers, si on ne sait pas mettre le numéro de l'assurance incendie, on ne sait pas aller donc à l'étape plus loin suivante. dans l'encodage. Donc c'est très important. Donc très important pour la banque et même pour vous. Oui. Donc ici, donc s'il arrive oui, mais parce que parfois on ne se rend pas compte. Vous avez un crédit donc sur 25 ans. Si votre bien part en fumée, voilà, donc vous remboursez 225 000 pendant 25 ans, il n'y a plus de bien. Donc c'est important également pour vous donc d'avoir cette assurance. Alors une autre assurance que la banque va exiger que vous preniez, donc c'est l'assurance sol restant dû. Elle sert à quoi celle-là? C'est quoi l'assurance sol restant dû? En fait, c'est une assurance décès. C'est-à-dire que donc la banque va donc vous demander donc de vous assurer contre le décès. Donc c'est-à-dire que si pendant donc les 20 ou 25 ans de crédit, donc c'est la durée moyenne de crédit, il arrive quelque chose à vous ou au co-emprunteur, c'est-à-dire que c'est l'assurance qui va rembourser pour vous le crédit. Là aussi, donc il faut savoir donc il y a différentes donc subtilités. Donc ce crédit, donc les banques vont exiger. Donc là, je vais essayer de ne pas être trop dans le jargon bancaire. Il faut vulgariser. Donc on va vulgariser. Donc va exiger que avec ces crédits, vous assuriez donc le montant total en fait du crédit que vous avez fait. Donc ici, donc si j'ai mon crédit de 250 000. De 250 000, elle voudra donc si vous êtes par exemple à deux, que à deux, il y ait au minimum donc 250 000 qui soient couverts. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait faire donc, des montages où monsieur couvre 50%, madame 50%, ou on peut faire donc 100%, donc chacun couvre 250 000. Et ça implique le fait qu'en cas de décès... Donc, c'est-à-dire que, imaginons le cas où chacun a couvert 100%, donc monsieur meurt, donc je n'ai pas envie de tuer madame, donc c'est monsieur qui meurt. En général. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'assurance donc, va rembourser donc, les 100%. La totalité. Ok. Donc maintenant, prenons le cas où on est à du 50-50, monsieur a assuré 50%, donc 125 000, madame 125 000. Là, on va tuer madame.
Donc, si c'est madame qui meurt, donc l'assurance donc, va rembourser donc 125 000. Donc, c'est-à-dire que le conjoint survivant doit encore rembourser les autres 125 000 qui restent donc à payer. Et ça, bon, on va aller un peu dans l'extrême. On signe aujourd'hui, après 3 mois, monsieur décède, Mais l'assurance va jouer couvre. Ouais. même le lendemain. Bon, c'est très rare, mais même le lendemain, donc vous êtes couvert donc, par l'assurance. Ok. Donc, si vous avez quelque chose le lendemain, donc vous avez couvert à 100%, donc le crédit Le crédit est remboursé. à 250 000. Ok. Donc voilà. Donc ici, c'est vraiment, c'est pas légal, mais c'est vraiment une condition que les banques mettent pour pouvoir vous octroyer le crédit. Donc, quand vous dites c'est pas légal, ça veut dire Dans les économies, l'État, voilà. l'État belge, dans certaines régions, n'a pas obligé de l'avoir, Exactement. mais les banques vont dire non, 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 moi, il faudrait que mon bien, parce qu'il faut savoir aussi que le bien appartient encore à la banque pendant ces 25 années, plus ou moins. Ici, donc, appartient à la banque dans le sens où la banque a une sûreté sur votre bien. Donc, Sûreté, quand- sûreté. Une sûreté, donc, on parlait donc de l'hypothèque. Donc, c'est-à-dire que si jamais donc, vous essayez de vendre donc, le bien avant la fin du crédit, la banque sera avertie qu'il y a un monsieur qui a un bien avec lequel vous avez une hypothèque, essaye de vendre le bien. Via le donc, notaire, ça Bien noté. Et donc, la J'imagine, banque, ouais. donc, imaginons que vous le faites après 15 ans, qu'il reste encore un certain montant à payer. La banque va dire, donc, si vous voulez vendre votre bien, vous nous remboursez d'abord ce que vous nous devez, et puis le reste, c'est pour vous. Donc, ici, Ok. donc, effectivement, donc, c'est pour ça que la banque donc, exige quand même qu'il y ait ces couvertures-là. Wow. Parce que donc, jusqu'à ce que vous ayez remboursé donc, le crédit, donc la banque a cette sûreté, donc voilà. Quand vous dites sûreté, Alors, sûreté, donc, c'est-à-dire que... en français facile, hein? En français facile, c'est une garantie que la banque prend. Donc, elle veut garantir que, en cas de souci, donc si vous faites, si vous ne remboursez pas donc le crédit correctement, donc elle puisse vendre le bien pour récupérer son argent. Donc ici, en général, donc c'est 3 mois. Donc on laisse 3 mois. Donc si vous avez plus de 3 mois de retard, la banque peut donc faire valoir donc cette garantie. Et il n'y a pas Et des cas demander- exceptionnels? Par exemple, donc, pendant donc, en Covid, général, il y a eu une... Oui. on a un peu allégé les conditions ou non, ou les Donc, gens paient ici, un peu? En fait, donc ce qu'il y a eu pendant le Covid, donc il y a eu donc le report en fait donc donc pendant un certain temps, donc les gens ne remboursaient pas. Donc il y a eu, je pense qu'il y a eu, c'était 6 mois, quelque chose Oui, comme ça. c'est bon. Et donc par après, donc voilà, donc le crédit ne s'est pas arrêté. La On a personne- juste décalé de 6 mois, voilà, c'est ça. exactement, Ok. Et la personne a dû commencer donc À repayer. à repayer. Ok. Donc ici, c'est vrai que à l'époque, il y a une époque où je pense que c'était pendant 2011-2012, il y avait la crise des souverains. Et c'est vrai que beaucoup d'indépendants avaient des soucis. Et là, j'ai vu malheureusement des cas où la banque a été obligée de vendre les biens pour récupérer son argent. Wow. Wow. Donc oui, ça arrive aussi malheureusement. Wow. Et là, on va peut-être entrer aussi dans le volet, juste parler succinctement, pour les indépendants, il ne faut pas hésiter à se couvrir par rapport aux revenus garantis, Exactement. parce que, bon, en cas de maladie ou en cas de souci, il y a le revenu garanti qui va couvrir votre perte de revenus et pouvoir continuer à payer vos charges. Alors, une autre assurance, donc ici, donc, souvent on conseille, donc qui n'est pas obligatoire, donc on parle également de la responsabilité civile familiale. Donc Tout ça, à c'est fait. également une assurance qu'on demande et que beaucoup de gens négligent, mais pourtant qui est très Très importante. importante. Et donc, donc cette assurance, donc la responsabilité civile familiale, à quoi elle sert? Donc elle va servir donc à tout dommage que vous pouvez causer à des tiers, mais également toutes les situations où votre responsabilité civile pourrait être engagée. Tel que? Donc, imaginons par exemple, dans le cas donc, de votre maison, vous avez votre assurance incendie. Imaginons que votre maison prend feu Oui. et que cet incendie va se propager donc, chez les voisins. Mm. Ça cause donc, des dégâts importants, il y a peut-être même des blessés. Donc ici, c'est cette assurance-là qui va intervenir. Donc votre assurance habitation dont on a parlé va effectivement couvrir les murs que vous avez assurés. Mais tout ce qui va sortir en dehors de votre habitation, c'est via cette assurance-là que ça sera couvert. Donc ici, bon, en général, nous, on conseille aux personnes de également la souscrire, donc pour être sûr d'être bien couvert. Ah, waouh, waouh. Donc, la RC familiale, c'est, on en a parlé aussi dans l'émission sur l'incendie. Si vous ne l'avez pas suivi, n'hésitez pas à aller
suivre l'émission où on a passé également 1 heure de parler de l'assurance incendie. On a brièvement parlé de la RC familiale qui va plutôt couvrir les dégâts causés. Donc ça, c'est l'une des choses que ça couvre. Mais bon, voilà, donc dans le cas de votre habitation, donc ça peut être utile effectivement si les dégâts vont causer des dégâts donc à d'autres personnes. À d'autres personnes. Waouh, waouh. Parfois, ça va être plus simple. Hein. Il y a de la neige devant vous, le passager qui passe et glisse et tombe devant votre maison. C'est votre responsabilité qui est engagée. Exactement. Est-ce que dans ce cas-là, la responsabilité civile entre en jeu? Exactement. Merci pour l'exemple. Effectivement, c'est voilà, très important. Donc, il y a différents cas où cette responsabilité civile familiale peut intervenir. Donc, c'est important, effectivement, de la couvrir également. Même dans le cas donc d'un crédit immobilier. Wow. Et allez, si je fais un petit résumé, nous avons l'assurance solde restendu, l'assurance incendie. Faudrait pas oublier de mettre, parce qu'on le met souvent dans les contrats RC familial, dans le contrat incendie ou peut-être l'assurance juridique également. Mais dans ce cas, peut-être pas, ou peut-être oui. Elle peut être utile, bon ici, pas spécialement, mais effectivement, ça peut être... Ça peut être utile. Ça peut être utile également, effectivement. Donc merci Olivier. Chers auditeurs, nous venons de passer encore 30 minutes. Ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. On espérait pouvoir terminer cette deuxième partie, mais on vous revoit encore lundi prochain. Cette fois-là, on va terminer avec Alain, parce que c'est lui qui avait 6 étapes de mémoire, qui n'a pas encore fini. On était à la 5e, donc on va justement parler à la 6e. On va pouvoir vous remettre vos clés. Vous pouvez entrer chez vous et pouvoir célébrer votre bien. Donc, juste une étape et c'est fait. Ok, s'il n'y a que juste une étape, on va alors terminer notre émission avec cette dernière étape pour passer également à la question de terrain. Mais la question de terrain, je pense qu'on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples lors de l'émission, ce qui fait qu'également nous avons eu l'émission aussi à durer parce que entre Olivier et Alain, on a donné des cas concrets, des cas de terrain qu'ici nous avons préparés. On va peut-être rappeler un peu par rapport à l'assurance solde restant due en cas de décès, vous en avez parlé. La question de terrain, aujourd'hui, on l'a eu pendant l'émission. Donc, je pense qu'on va pas aborder cette rubrique-là. On va d'abord laisser Alain terminer cette partie et puis... On était à la 5e, c'était la recherche du crédit. Finalement, on a signé le compromis, on a envoyé le dossier auprès d'Olivier qui a vérifié vos capacités, qui a fait les offres d'assurance, incendie et solde restant dû au minimum. Et le tout est bon, il vous a donné le crédit, il envoie la confirmation auprès du notaire. Le notaire avait également fait toutes les recherches par rapport au bien. Il est prêt à signer l'acte final de crédit. Et donc là, vous vous retrouvez chez le notaire avec aussi bien le vendeur que l'acquéreur ou vos représentants. Si vous n'êtes pas disponible, vous pourrez alors signer une procuration et le notaire va signer l'acte final et vous remettre les clés. Enfin. Mais bravo. Juste avant. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que monsieur Olivier de la banque vous a donné le montant du crédit. Vous achetez une maison à 200 000. Il a dit qu'il pouvait vous accorder 90%. Donc ici, on vient vous demander de compléter le solde en prenant compte ce que vous aviez déjà remis au compromis. Le notaire, par contre, dans ses recherches, il a trouvé que vous deviez une taxe de circulation non payée, les taxes de circulation et les impôts de la dernière fois. Donc, il a reçu ce qu'on appelle des notifications fiscales. Eh bien, avant de conclure l'acte final, il est obligé de vous demander de payer également ces notes. Sinon, il est obligé de prélever cet argent dans le montant du crédit que la banque vient de vous donner avant de donner. Donc, ce qui fait que au moment où vous allez chez le notaire, il va vous prévenir généralement lorsqu'il fait le décompte final, une semaine avant l'acte. Ah, on a quand même le temps de pouvoir trouver cet argent. Parfois, ça arrive le même jour de l'acte. J'ai déjà vu des notifications où le fisc a envoyé le matin même de l'acte. Mais malheureusement, dès que le notaire a connaissance de ça, il est obligé d'en prendre compte. Et donc, vous êtes obligé de payer. Si c'est des petits montants, ça va. Mais parfois, ça arrive, vous avez 3 000 € de notification fiscale. Soit on va décaler l'acte, soit vous devez le payer le même jour. Donc là aussi, petit conseil,
c'est quand vous voulez acheter, rassurez-vous que toutes les petites notifications fiscales de dettes, impôts, taxes de circulation, que vous les payez, ou au moins que vous avez un accord de paiement fractionné avec les fiscs, mais respectez-le. Parce que le fisc, le notaire va toujours demander au fisc, est-ce qu'il a du crédit ou est-ce qu'il a des dettes? Si le fisc dit oui, mais il peut dire, j'ai un accord de fractionnement de paiement respecté, donc laissez-le tranquille. Okay. Mais si il arrive que non, lui là, il respecte jamais ses engagements, je veux mon argent, le notaire est en droit de vous exiger ça. Si vous payez, alors vous avez signé l'acte, vous avez les clés et à vous le bonheur. Alléluia. Ouais. Enfin. Donc, chers auditeurs, n'hésitez vraiment pas, comme ici on a dit, de trouver le courtier, le conseiller va vous prévenir de tout ça. On peut voir le banquier aussi, on a insisté sur le conseiller. Oui, le conseiller, mais le banquier, il est conseiller aussi. Ah, ok, d'accord. Ben moi, quand je parle du conseiller, je parle du banquier. Bon, je vais revenir pour faire plaisir à Monsieur Olivier, le banquier. Il va vous prévenir de tout ça parce qu'on se rend compte qu'acquérir un bien n'est pas, on ne le fait pas du jour au lendemain, c'est un vrai processus. Alors faites attention à tout ça, à tous ces détails. On va revenir sur une autre émission où nous allons parler aussi d'investissement et aller vraiment dans les détails par rapport à ça. Nous pensons que cette émission vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais très heureuse de vous avoir reçu. J'ai l'impression de n'avoir pas donné assez de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire, mais bon, voilà, oui, j'espère qu'on a donné l'essentiel. Oui, tout à fait. Donc, merci à Alain, à Olivier, et on se revoit dans un prochain numéro. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui dans Avenir Assuré. N'oubliez pas, l'avenir est entre vos mains. Retrouvez bientôt Madame Perside pour plus d'aventures sur Radio Direct Impact.